Sigmund Freud. I started my professional activity as a neurologist. J'ai débuté ma vie professionnelle en tant que neurologue. J'ai essayé de soulager mes patients névrosés. J'ai découvert des faits nouveaux et importants sur l'inconscient. De ces découvertes est née une nouvelle science, la psychanalyse. J'ai dû payer le prix fort pour ce petit bout de chance. La résistance a été forte et implacable. Finalement, j'ai réussi, mais la lutte n'est pas encore finie. Pourquoi peut-on dire avec Jones que rédiger une biographie de Freud est une tâche énorme et embarrassante? Freud lui-même dit que la vérité biographique n'est pas accessible. Et si vous le permettez, je citerai une autre phrase de Freud: « Ne leur rendons pas la tâche trop difficile, que chacun d'eux croit bonne sa conception du développement du héros, je me réjouis dès maintenant de penser qu'ils se tromperont tous. » C'est Jones lui-même qui cite cet extrait de lettre. Oui. Je crois que là, on touche à un problème spécifiquement psychanalytique, n'est-ce pas? La biographie, telle qu'on la conçoit conventionnellement, c'est toujours un récit de faits, un récit de choses qui se sont passées dans l'existence d'un sujet. Et si on fait de la psychologie dans une biographie de ce genre, c'est toujours une psychologie superficielle, une psychologie du conscient, de sorte qu'on peut dire... Avec Freud, quand Freud parlait, comme vous venez de le rappeler, il avait 29 ans, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier qu'il n'était pas encore le Freud de la psychanalyse, mais c'était le Freud d'avant Freud. Quand il parle donc de la fausseté, par la suite, il en a de nouveau reparlé. Quand il parle de la fausseté des biographies, c'est à ça qu'il fait allusion, n'est-ce pas? C'est au fait qu'une biographie telle qu'on la concevait avant la psychanalyse était forcément une chose fausse. C'est même une imposture. Elle prétend donner l'image complète d'une vie, alors que dans le meilleur des cas, elle ne fait... Alors on pourrait commencer comme ça. Quand il naquit, une vieille paysanne prophétisa à sa mère qu'il deviendrait un jour illustre. Quand il eut 10 ans, il était en promenade avec sa famille dans les jardins du Prater, à Vienne. On imagine les kiosques, les musiques, les élégants. Et un homme vint à la table où s'était installée la famille et dit à ses parents qu'il serait très connu. Il était donc voué à devenir un héros. C'était le désir de sa mère. Et pour lui, ça devint une passion. Mais qu'est-ce qui se passait dans sa tête à mesure qu'il devenait adulte? Il allait devenir héros de quoi? À partir de quelle tragédie? Et pour quelle histoire? Pour être héros, il faut quelque part qu'il y ait une déchirure dans l'histoire de la famille. Il y en a d'autres qui sont nés sous le signe de la folie ou de la mort. Lui est né dans une petite famille très bourgeoise, en Moravie, à Freiberg. 45 096 habitants, 628 maisons. Et dans l'une de ces maisons, il y avait un serrurier qui s'appelait Zajic. Et au premier étage, une famille de marchands, la famille Freud. Voilà le nom, le fameux nom, qui fait aujourd'hui partie de notre vie. Voilà le nom de Freud, celui qu'il a voulu construire. Freud est né en 1856 à Freiberg, une petite ville de la Tchécoslovaquie. Ses parents quittent Freiberg en 1860 et s'installent à Vienne. C'est à Vienne que Freud fera toutes ses études. Freud nous dit lui-même, dans son beau livre « Ma vie et la psychanalyse », que dès son adolescence, il fut attiré par la pensée scientifique et
marqua un goût précoce pour les sciences naturelles. De 1876 à 1882, il travaille au laboratoire de physiologie de Brücke. Concurremment, il fait ses études médicales. Il est reçu docteur en médecine en 1881. Brücke lui avait donné comme thème de recherche en physiologie la moelle épinière d'un poisson inférieur. À l'hôpital, en tant que médecin, il étudie le système nerveux central de l'homme, plus exactement le bulbe rachidien. À cette époque de sa vie, Freud nous dit lui-même « Je ne comprenais rien aux névroses ». Il vivait dans un milieu médical où, nous dit-il encore, les plus grandes autorités à Vienne diagnostiquaient la neurasthénie comme une... Je voudrais tout d'abord demander à la princesse Marie Bonaparte, qui a été l'animatrice de ce congrès comme de bien d'autres congrès de psychanalyse avant celui-là, de nous dire comment elle a connu Freud, parce que la vie de Sigmund Freud a été relatée par lui-même et par divers auteurs, à savoir par Sachs et par Jones, mais en France, où ces auteurs n'ont pas été connus, cette vie nous est assez peu présente. J'ai d'ailleurs eu l'honneur d'être l'élève de Freud en 1926. J'ai subi par lui une analyse didactique qui m'a permis de connaître la pensée du maître et surtout de connaître la façon dont il vivait dans son intimité tellement honorable et tranquille, contrairement à ce que tant de gens croyaient que Freud était un personnage bizarre qui ne s'intéressait qu'aux problèmes de la sexualité en vertu d'une perversion personnelle. Je pus voir la remarquable harmonie qui régnait dans sa famille. Il vivait entre sa femme et ses enfants, et en particulier Anna Freud, qui est sa plus grande continuatrice et qui actuellement exerce à Londres la psychanalyse d'une façon magistrale, et qui est d'ailleurs restée ma meilleure amie. Mademoiselle Freud travaillait donc conjointement avec son père, mais lui-même, ça ne l'empêchait pas de continuer à avoir un certain nombre d'analyses. Il avait surtout d'ailleurs des analyses didactiques à ce moment, et je n'oublierai jamais. La voix d'Anna Freud, enregistrée à la fin de sa vie. Elle commente des films de famille. C'est le jour des noces d'or de mes parents. On voit ici toute une ribambelle de visiteurs, des gens de la campagne. Ils apportent des produits de la campagne, une villageoise. On voit tous les cadeaux qui arrivent. Ça, c'est une des sœurs de mon père, une de celles qui est morte en camp de concentration. Mitzi. Et ça, c'est la petite fille Sophie. La fille de mon frère aîné. Voilà Martin à gauche, Ernst à droite. Pour la première fois en Europe, la Galerie Herval expose un reportage photographique réalisé dans la maison même, l'appartement que Freud habita avec sa famille et où il travailla de 1891 à 1938. 1938, année noire de son exil pour Londres. L'adresse en est maintenant célèbre, 19 Bergasse, Vienne, Autriche, en quelque sorte la maison natale de la psychanalyse. Donc en 1938, quelques jours avant que la maison de Freud ne soit vidée de ses meubles, de tous ses livres et surtout de ses fabuleuses collections d'objets d'art, un jeune photographe, Edmund Engelmann, un jeune photographe viennois, a pu arrêter le temps quelques heures encore et fixer pour la postérité le cadre dans lequel Sigmund Freud, sa famille, mais aussi ses disciples et ses patients, j'allais dire ses patients surtout, avaient vécu, s'étaient réunis ou s'étaient succédés pendant 47 ans. Ensemble, nous avons poussé la porte de l'appartement célèbre et soudain, nous n'étions plus dans une galerie parisienne devant des œuvres photographiques, mais un peu intimidés, nous étions au cœur d'une maison vivante, une réalité
fixée à jamais par Engelmann, est décrite ici, commentée tantôt par lui, tantôt par le psychanalyste Alain Mignola. Sigmund Freud a vécu dans cette maison pour 40 ans. Il a passé par tous les escaliers. Et maintenant, nous passons dans un tout autre monde, qui est celui de l'appartement privé des Freud, de la famille Freud. L'appartement privé était toute une surprise pour moi, parce qu'il n'y a pas de l'art ancien. C'était comme un typical appartement d'une famille de ce standard, avec des verres modernes, des statues et des photos de la famille, mais rien de l'impression qu'on a dans la partie professionnelle. Et bien sûr, vous avez rencontré pas seulement le docteur Freud, mais vous avez pu faire des photos de Madame Freud. Madame et aussi de Anna Freud, qui était très triste. Elle a été arrêtée par la Gestapo. Elle a passé plusieurs heures à la Gestapo et docteur Freud elle était en peur, et c'est la raison qu'il a décidé de quitter Vienne pour sauver sa famille. Oui, dans cette exposition, on a aussi de très beaux portraits de Freud et très beaux portraits de Madame Freud et d'Anna Freud. Monsieur Engelmann a parlé du regard triste d'Anna Freud. Effectivement, comme il vous l'a rappelé, elle avait été arrêtée par la Gestapo et toute la famille Freud vivait dans l'angoisse. C'était un véritable miracle. Si Freud n'avait pas mobilisé les mythes, aller chercher Édipe, il faut le faire quand même. Bon, pourquoi Édipe et pas... Et pas Prothée ou... Oui, mais pourquoi Édipe et pas Nietzsche. Antigone, par exemple, ça c'est un premier débat. Pourquoi Édipe Comment a-t-il mobilisé Édipe? Et je crois que si Freud n'avait pas mobilisé les grands mythes de l'Antiquité, il serait resté un simple psychologue. C'est-à-dire qu'il fallait repasser, ou un scientiste, parce que son vocabulaire est en effet darwinien, et tout à fait scientiste, évolutionniste. Bon. Et s'il n'avait pas mobilisé, c'est-à-dire que si l'inconscient n'avait pas été pensé par lui à partir de modèles tragiques, du destin au sens grec, hein, et Jacques Le Rider explique très très bien la différence entre les tragédies du destin, Grils-Parzer, disons les tragédies du carton-pâte presque, enfin du destin théâtral qui n'est pas tragique, et la manière de retourner au vrai tragique, c'est-à-dire à un destin au fond qui est l'équivalent de l'inconscient, ce qui est Édipe. Et si Freud n'avait pas fait ça, il serait un vulgaire psychologue. Donc il a bien fallu à la fois faire revivre, s'emparer des mythes, les détourner, parce qu'il a complètement détourné Sophocle. Hein. Dans Sophocle, il n'y a pas... Elisabeth Hrdinesco, je voulais juste citer cette phrase de Freud à propos de Nietzsche. C'est une phrase qu'il écrit à Arnold Zweig, qui se proposait, lui, d'écrire un essai, une sorte de parallèle entre Nietzsche et Freud. Et Freud lui répond que Nietzsche a été, dans sa jeunesse, une distinction qui m'était inaccessible. Et Jacques Le Rider met en parallèle cette distinction qui m'était inaccessible avec la visite à l'acropole que Freud fait en 1904. Là aussi, une visite, Elisabeth Hrdinesco, qui apparaît pour Freud comme le dépassement de son père, dépassement et remords aussi de ce le dépassement. trouble de mémoire sur l'acropole, enfin, qui en effet, accompagné de son frère, Alexandre, et qui est l'idée de, ça existe, d'abord, ça existe vraiment. Ce n'est pas que dans les livres. Ce n'est pas que imaginaire. Et d'autre part, en effet, mais ce que Jacques Le Rider avait déjà montré à la suite de Jorske, d'ailleurs, dans la culture viennoise, pour les Juifs, l'accès, disons, par rapport à leur père, à une culture de remplacement, en quelque sorte, qui fait dépasser puisque c'est quand même des fils de commerçants juifs, tous. Et donc, l'accès à la culture grecque est aussi un dépassement de la situation des pères. Oui, alors, culture à laquelle le père n'avait pas eu accès. Bien sûr, mais tout de même, ou à la différence d'autres bourgeoisies, disons que la question en même temps, c'est que certes, il passe à Moïse, mais je ne crois pas qu'il abandonne. Il abandonne jamais rien. La culture grecque reste.
puisque par certains côtés, il va édipianiser Moïse aussi. Hein. Il va lui mettre... il passera sa vie à édipianiser, réédipianiser les grands personnages. Mais en effet, je crois qu'il est passé d'abord par Malaise dans la culture, qui est en effet le grand livre non nietzschéen. Enfin, Freud est moderne hein, sur ce plan, plus que Nietzsche, pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire, au fond, la thèse de Freud, c'est pas la question du surhomme, c'est pas le dépassement du judéo-christianisme. Pour lui, il n'est pas du tout poussé au néo-paganisme. C'est l'assomption par l'homme de sa castration, c'est-à-dire de la possibilité que la culture soit, au fond, la répression des instincts et des pulsions. Donc quelque chose qui est d'une rationalité totale. Hein. Mais l'idée que, au fond, le débordement dionysiaque chez Freud doit être contrôlé, parce que sinon il mène à la mort. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, sa réflexion, disons, sur cette judéité qui revient, au fond, la réflexion à la fois sur la judéité et l'antisémitisme est extrêmement moderne. Il dit, au fond, qu'il y aura toujours une éternité du juif, non pas du... Quoi faire quand on est un jeune juif doué, qu'on doit satisfaire la demande de la famille, être le génie, et qu'on est puceau? Lui, quand il était petit, il voulait devenir général. Il rêvait essentiellement de deux personnages, Hannibal et Masséna. Masséna, on comprend. Masséna était un général juif, en tout cas, la rumeur en courut. Hannibal, c'est plus compliqué. Hannibal, c'est parce qu'il détestait Rome. Et Freud, toute sa vie, a eu des problèmes avec Rome. Est-ce que parce que c'était la ville des papes, la ville du catholicisme? C'est possible. En tout cas, c'est une histoire qui n'est pas finie. Rome et Freud. Il rêvait aussi de Disraeli et d'être homme d'État. Il y a toujours ce même axe. Être soit comme un homme grandiose et juif, soit comme quelqu'un qui a contré le catholicisme. Il a failli faire du droit, enfin il est comme tous les adolescents du monde, ceux qui sont nés dans une famille cultivée, et finalement, il choisit d'être zoologue. Il va à l'université de Vienne, et il y a là deux professeurs, Karl Brühl et Karl Klaus. Karl Brühl est professeur de vivisection, Karl Klaus est professeur de zoologie. Deux barbus, très dignes, on a les photos. Il cherche, il rumine. Il est à la croisée des chemins. Acharné à découvrir, avec la passion de la recherche, est devenu, on peut le dire, cocaïnomane par pur esprit scientifique. Lié à son ami Fleischl, qui va de plus en plus mal. Avant de mourir, il a des syncopes. Il a des accès de délirium. Il voit des serpents blancs. Freud s'en occupe beaucoup. Il est coupable. Il ne sait pas trop. Fleischl qui mourra drogué par Freud. Et puis, la présence d'une femme, l'unique, la seule, Martha. Martha Bernays, à qui il est fiancé depuis le premier jour où il l'a rencontrée, 1882. À elle aussi, il fait prendre de la cocaïne. Il lui en envoie par la poste, par petits paquets, pour lui procurer des forces, dit-il, et donner à ses joues une teinte rose. Et dans ses lettres d'amour, il lui écrit ceci: « Prends garde, ma princesse, quand je viendrai, je t'embrasserai à t'endroit toute rouge et te gaverai jusqu'à ce que tu deviennes toute dodue. Et si tu te montres indocile, tu verras bien qui de nous deux est le plus fort. La douce petite fille qui ne mange pas suffisamment, ou le grand monsieur fougueux qui a de la cocaïne dans le corps. Lors de ma dernière grave crise de dépression, j'ai repris du coca et une faible dose m'a magnifiquement remonté. Je m'occupe actuellement de rassembler tout ce qui a été écrit sur cette substance magique afin d'écrire un poème à sa gloire. » Qu'est-ce qu'on apprend là? D'abord, que Martha était maigre. De retour à Vienne, ça ne dure pas longtemps, juste une année, son séjour à Paris, il expose les théories de Charcot et c'est un bide épouvantable. Vienne n'accepte pas, et Vienne n'acceptera en fait jamais. La renommée de Freud, la renommée de cet étranger dans Vienne, lui viendra de l'étranger, toujours. Il se marie 6 mois plus tard, moins à cause de la bourse qu'à cause de l'aumône que peut faire une tante, et qui aide le jeune couple à se marier. Qui était Martha, la fiancée? Elle était d'une famille juive cultivée, d'un beaucoup plus haut rang que celle de Freud.
Son grand-père avait été grand rabbin de Hambourg. Ses 2 oncles étaient professeurs. Elle fut une parfaite épouse, une parfaite mère. Il n'y a rien à dire d'autre sur Martha. Elle aimait les petits napperons de macramé sur les tables et les bouquets de fleurs. Ils eurent une lune de miel sur la Baltique, des visites de remerciements. Tout se passe tout à fait normalement. Freud aurait souhaité ne pas se marier à la juive. Il n'a pas pu y échapper. Il ouvre un cabinet. Il ouvre un cabinet pour faire vivre Martha. Ils sont pauvres comme Job. Et Freud a peur, à ce moment-là, d'être obligé de renoncer à sa carrière scientifique. Il leur manque chaque mois la moitié du mois pour vivre. Ils engagent les bijoux au mont-de-piété. Quand il en parle, ça n'a pas l'air dramatique. Mais on sent bien que ça a été difficile. D'autant plus qu'1 an après... Charcot reçoit chez lui ce jeune médecin parmi des invités illustres. Et parmi ces invités illustres, il y a Léon Daudet, comme vous savez, avait lui-même une formation médicale, qui écrira plus tard beaucoup sur Charcot, qui ne croyait pas à Charcot, qui en même temps était fasciné par lui. Et on a les lettres de Freud, parce que Freud écrit à sa fiancée tous les jours et raconte sa rencontre avec Charcot. Alors il est très 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 impressionné par Charcot. Il assiste aux démonstrations. Il raconte lui-même à quel point à un moment donné il est attiré, je ne me rappelle plus exactement les détails, par la fille de Charcot, alors que cette fille de Charcot n'est pas jolie et ne lui plaît pas, et qu'en réalité il s'analyse lui-même et il explique qu'au fond c'est parce qu'il aime le père et qu'il est donc attiré par la fille parce qu'il aime le père. En tout cas là c'est un maître qui se profile devant lui. Ah oui, tout à fait. Et c'est la figure d'un maître reconnu. Freud rencontre aussi à Nancy Hippolyte Bernheim. Hippolyte Bernheim qui est le rival de Charcot, qui est surtout un guérisseur, lui, qui est hostile donc à Charcot et qui traite aussi les hystériques par la suggestion et dans un but exclusivement thérapeutique, si vous voulez. Il ne se pose pas du tout les mêmes questions. Bernheim, c'est l'idée de la guérison. Et Freud va lier les deux, c'est-à-dire va à la fois apprendre de Bernheim le transfert, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la relation de suggestion, qu'est-ce que c'est qu'influencer quelqu'un pour le guérir, et il va apprendre de Charcot la science, c'est-à-dire s'apercevoir. Il faut penser qu'à l'époque, c'était une chose dont on ne pouvait pas parler en ces termes-là. De sorte que, premier temps, mettre les causes sexuelles en avant, c'est-à-dire, au fond, parler de la frigidité de ces femmes, de leurs problèmes sexuels, de leur vie sexuelle quotidienne, de ces mariages ratés, Freud s'occupait des bourgeoises viennoises qui vivaient, si vous voulez, dans un climat de honte, d'horreur pour leur propre corps, d'horreur de la sexualité, en même temps de tentation très forte, de ces ménages qui marchaient pas, de ces hommes qui allaient au bordel, vous comprenez, c'est toute la sexualité de la fin du siècle. Et Freud, qu'est-ce qu'il fait? Il déshabille tout le monde. Bon. Il déshabille tout le monde en disant, ben voilà, progressivement, je m'aperçois, moi, Freud, qui est un homme fidèle à sa femme, chaste, un bon bourgeois rangé, qui fait partie de cette bourgeoisie, juive ou non, mais qui fait partie, au fond, de ce milieu extrêmement puritain, qui, par certains côtés, est lui-même puritain, qui a horreur des manifestations d'érotisme, qui est absolument le contraire d'un libertin. Bon. Lui, ça va lui tomber sur le dos, c'est-à-dire de découvrir scientifiquement qu'il a raison. À savoir que c'est bien de ça qu'il s'agit, de l'individu, du sujet qui est déterminé par ses problèmes sexuels. Alors c'est assez insoutenable pour une partie de ses contemporains. Bien entendu, il va aller beaucoup plus loin, il va dire que ça remonte à l'enfance, et donc qu'il y a une sexualité infantile, et que les petits bébés se masturbent. À partir de 1897, il est encore en correspondance avec Fliss, mais il commence sur lui-même une expérience extrêmement importante, l'auto-analyse. Autrement dit, il s'expose lui-même à ce qu'il a trouvé. Ça lui fait de grandes angoisses. Il est en pleine période dépressive. Il a peur de mourir, il a des battements de cœur. Il écrit cette phrase stupéfiante « Il me semble être dans un cocon. Dieu sait quelle bête en sortira. » Freud, une bête, quand on voit sa vie, on se demande ce qu'il voulait dire. Il y découvre alors ce que le monde saura plus tard de la psychanalyse. Le rapport conflictuel avec un père haï et respecté, un attachement incestueux pour la mère, en somme, le complexe qu'on appellera d'Oedipe. Et c'est lui qui l'a nommé. Dans le même temps, il poursuit sa vie de famille. Tranquille, c'est un bon père. Les enfants sont malades, rubéole, coqueluche, oreillon, tout ça c'est pour Martha. Mais, dit quand même Martin, quand nous avions besoin de lui, il descendait de son Olympe pour venir à notre secours. Ça ne devait pas arriver très souvent. Sauf en vacances.
père était conscient du pouvoir qu'il avait en face de quelqu'un, dit Martin. Et cela, tous les gens qui ont connu Freud témoignent de cela, de cette extraordinaire capacité qu'il avait de regarder en face. Plus tard, nous le verrons, il fera le coup à une bande de SS venue envahir sa maison et il les fera partir. Un été, Freud ne descendit pas du tout de son Olympe, même en vacances. Il écrivait La science des rêves, son premier vrai grand livre. C'est en 1899. Il la data pourtant de 1900. C'est parce qu'il avait le fantasme de l'immortalité. Il fallait que ce livre coïncidât avec le début du siècle. Il écrivait à son ami Fliss « Si quelques années de travail tranquille nous sont encore accordées à l'un et à l'autre, nous laisserons certainement après nous des choses propres à justifier nos existences. C'est de cette idée que je tire la force de supporter les soucis et les efforts quotidiens. Dans mes années de jeunesse, je n'ai aspiré qu'aux connaissances philosophiques, et maintenant je suis sur le point de réaliser ce vœu en passant de la médecine à la psychologie. C'est contre mon gré que je suis devenu thérapeute. » Il écrivit plus tard à Fliss « Un homme comme moi ne peut vivre sans dada, sans une passion ardente, en fait sans tyran, suivant l'expression de Schiller. Ce tyran, je l'ai trouvé, et lui suis asservi corps et âme. Il s'appelle psychologie, et j'en ai toujours fait mon but lointain le plus attirant. » Voilà donc ce qu'il veut faire. Il veut fonder une science qui n'eut jamais d'égal, la psychologie. Elle est plus proche de la philosophie que de la médecine. Elle est plus proche du fond des arts. Il y a eu un moment d'éclair dans la vie de Freud. Il y a eu cette période inventive. Vous dites vous-même que cette période, on peut la chiffrer par 15-20 années au maximum, enfin qui représente l'époque proprement créatrice de Freud. Quelles sont les grandes étapes de cet éclair? Eh bien, il y a plusieurs choses. D'abord, avant d'avoir vu de quoi il s'agissait au fond, c'est Charcot, Freud n'était pas orienté vers quelque chose comme la psychanalyse. Breuer lui avait raconté la cure qu'il avait faite d'Anao, ça l'avait intéressé, mais ça n'avait pas changé sa vocation. Et quand il est arrivé chez Charcot, il arrivait en neurologue, avec des coupes microscopiques à lui montrer. Et ce qu'il a vu a eu un effet tout à fait étonnant, et je suppose que c'est parce qu'à ce moment-là, il s'est reconnu lui-même, il s'est identifié à un hystérique comme Charcot. Et cela à cause de la grande admiration qu'il avait pour Charcot. À partir de ce moment-là, les choses sont en mouvement. Il se retourne vers Breuer pour lui redemander des explications sur l'analyse qu'il a faite de Danao. Il fait un travail en collaboration avec Breuer et il fait avec Fliss, un ami, une expérience extraordinaire qui le conduira à la découverte de l'Oedipe. À partir de ce moment-là, la psychanalyse est en train, il n'y a plus qu'à la perfectionner, qu'à la préciser, qu'à ajouter. Vous insistez beaucoup sur ces rapports. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'hystérie va prendre une grande ampleur. Bon, il y a ce que vous appelez les psychos, entre guillemets, de la Salpêtrière, tous ces hystériques que les internes préparent pour les patrons, les états de crise. C'est l'époque de Mesmer et du baquet et du baiser magnétique. C'est l'époque de la passion pour le surnaturel. Et là, les hystériques, ils vont avoir un sacré rôle à jouer. Un rôle extrêmement important. La satisfaction à pouvoir... tous ces médiums, toutes ces femmes qui jouent leur rôle à cette époque-là. On peut dire, par exemple, que les sujets, c'est comme ça qu'on les appelait, les femmes de la Salpêtrière, répondaient en quelque sorte à la demande de Charcot, qui était de faire une représentation des troubles majeurs de l'hystérie. C'était une grande hystérie où vraiment il y avait des spasmes tels qu'elle se mettait en arc de cercle complet en arrière. Enfin, c'était très très spectaculaire. Et elle jouait ce rôle-là. Elle le faisait pour répondre à la demande de Charcot. Et il faut bien voir que Freud, tout a commencé pour Freud là. Devant ces spectacles, puisque lui est allé passer 1 an chez Charcot pour aller assister à ses cours. Et on aura le cas d'Ora. Oui, à partir de quoi il découvre, au fond, l'élément essentiel de sa théorie, qui est le complexe d'Œdipe.
Et c'est ça qui va être le point le plus important de cette publication de l'interprétation des rêves en 1900. Et le cas Dora il le soigne juste à ce moment-là. Alors, c'est intéressant à deux titres. D'abord, on voit que dans le cas Dora, on voit quel est l'état de sa théorie à ce moment-là. Qui est déjà... Le cas Dora, il faut peut-être le Oui, alors c'est cette jeune fille Nicole hystérique, Kress-Rosen. comme on était hystérique à cette époque-là. On avait des tas de symptômes physiques très, très embêtants pour tout le monde, etc. Mais c'est une histoire aussi de famille extrêmement compliquée. Et ça, Freud le voit tout de suite. Il y a un homme, qu'il a d'ailleurs soigné, aussi pour troubles nerveux, qui vient lui parler de sa fille. Sa fille Dora, qui est une jeune fille à cette époque-là de 18 ans, qui a une toux nerveuse, qui n'est pas bien, qui est vraiment bon. Et ce qu'il apprend vite, c'est qu'il y a une situation familiale assez particulière. Les parents de Dora sont très liés à un couple d'amis très proches, les K. Et Madame K, c'est très évident, est une très 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 proche amie du père de Dora. Enfin, on sent qu'il y a il y a anguille sous roche de ce côté-là. Et d'un autre côté, et ça on l'apprend très vite aussi dans l'analyse de Dora, eh bien, Monsieur K, en échange... Est-ce que Freud est du côté, lui, quand on repense à lui, de l'hystérie dans sa relation à Flies, par exemple? Alors, relation Freud, dans à l'ensemble, Jung, cette rivalité. Absolument. Mais Freud se considérait, lui, tout à fait, je crois, à juste titre, comme une nature obsessionnelle, plutôt. Mais c'est là que c'est intéressant. Il y a des moments dans sa vie où se manifeste quelque chose qui est de l'ordre de l'hystérie, justement. En particulier, ses passions pour des hommes. Il a vraiment une relation tout à fait passionnelle avec Flies, qui est un homme de son âge, etc. Enfin bon, beaucoup celui qui a écrit sur l'organe sexuel, le nez et les organes sexuels. Oui, lui écrivait des drôles de choses. Oui. Il pensait qu'on avait tous des périodes de 23 jours ou 28 jours. Et que quand, par exemple, l'hystérie, les histoires utérines pouvaient se soigner par des interventions sur le nez. Il était ORL, de formation. Et alors, il a fait des catastrophes comme ça. Mais enfin, bon, peu importe. Freud, lui, est absolument émerveillé par ce garçon pendant tout le temps où ils correspondent avec passion. Ils ont goût de la recherche tous les deux. Ils sont deux chercheurs. Et des recherches extraordinaires. Gros travailleurs. Bon. Ils pensent qu'ils vont révolutionner la science, tous les deux. Jusqu'à l'opération des cornets d'Emma. Voilà, Emma, ça jette un froid quand même. Même s'il ne s'en rend pas compte tout de suite, Freud est un peu échaudé par cette affaire. C'est-à-dire que Flies va l'opérer, puis on va retrouver 50 cm de gaz dans le nez d'Emma. C'est épouvantable. Elle risque sa peau dans cette affaire. Et donc, il y a quand même quelque chose entre eux qui se noue, qui est de l'ordre de l'hystérie, comme entre... Situons un peu l'époque. Freud a déjà écrit les études sur l'hystérie en 1895. Il a publié l'interprétation des rêves en 1900. La Traumdeutung. Absolument. Et il écrit le cas Dora en décembre 1899, dit-il, pour ne le publier qu'en 1905, accompagné des 4 autres analyses. Donc, les 5 psychanalyses constituent le socle qui manquait aux 2 autres ouvrages précédents, à savoir l'expérience clinique des cures, puisque là, il s'agit, à l'exception du cas Schreber, il s'agit de cures menées dans le cadre de la méthode psychanalytique débutante, et donc ces cures amènent le matériau, le terme n'est pas très joli, mais... Il est employé, il est employé par Freud, mais disons plutôt l'expérience de la cure comme le lieu de production du savoir analytique en même temps que le lieu de l'évaluation de la guérison. Et le terme là non plus. Mais d'ailleurs, à ce sujet, juste une parenthèse, Marie-Hélène Brousse, Freud, dès le départ de la cure, expose justement les difficultés qu'il y a à parler d'un cas clinique. Absolument, c'est des difficultés qui d'ailleurs... Je reviens sur l'histoire tout de même, si vous permettez, Marie-Hélène Brousse, juste pour que l'on comprenne bien. Donc, cette jeune femme a été séduite par un homme dont l'épouse est la maîtresse de son père. Et évidemment, alors, si vous dites ça, si vous présentez la chose comme ça, vous la présentez comme Dora. Ce qui montre déjà... Personne ne la croit, sauf Freud. Donc, vous voyez bien que quand vous dites elle a été séduite par la maîtresse de son père... Non, par le oui. Elle l'a été, de fait. Mais, le mari. Le mari de la maîtresse de son père,
le terme maîtresse que vous utilisez, c'est le terme que Dora a introduit. Le père, lui, quand il vient parler à Freud, il nie bien sûr tout à fait que c'est sa maîtresse. Il dit que c'est une charmante amie qui le console de ses malheurs. Quant au mari de cette charmante amie, il est charmant aussi et il s'occupe fort bien de Dora. Donc, quand vous dites, et quand Elisabeth Roudinesco parle de drame bourgeois, ce qui a triomphé, c'est la vision de Dora. Et alors ça, c'est le premier pas que Freud fait. J'ai relevé, pour réaborder ce texte, un qualificatif que Freud, à partir des premiers entretiens avec Dora, applique à Dora. La perspicace jeune fille. Voilà. Elle a compris. La grande question qui se pose à Freud dès le départ, dans le cas de Dora, donc, puisque on l'a montré, elle a parfaitement raison dans ce qu'elle dit. Si elle a raison, et pourquoi est-elle malade ? C'est vraiment là que réside l'essence même de l'hystérie. C'est-à-dire que son symptôme, c'est ce qui articule la vérité sur la situation. Là, en l'occurrence, ce à quoi fait référence Freud quand il dit la perspicace jeune fille, et en même temps, la souffrance, c'est-à-dire le conflit psychique, le conflit inconscient, qui lui est articulé à la dimension de la sexualité, qui est vraiment la thèse que Freud, quand il dit qu'il a triomphé là-dessus, c'est-à-dire en montrant l'articulation qu'il y a entre la dimension du symptôme psychique et la dimension de la sexualité, à entendre de la façon freudienne, c'est-à-dire à entendre d'une manière généralisée. Donc, c'est autour du symptôme de Dora comme à la fois porteur d'une vérité et en même temps d'une part de satisfaction, d'une part, on dira nous, de jouissance. C'est sur cette... C'est l'invention de l'inconscient. C'est-à-dire, on passe de l'idée de subconscient, où c'est juste au-dessus, à l'idée d'inconscient, Unbewusst en allemand, inconnu. C'est-à-dire un lieu totalement séparé de la conscience qui détermine l'individu à son insu sans qu'il le sache. Vous voyez la différence? Ça aussi, c'est complètement révolutionnaire. C'est complètement révolutionnaire. Et ça, Freud va se comparer à Darwin et à Copernic lui-même. Il va dire, voilà, avec l'invention de l'inconscient, au fond, j'ai fait la 3e étape de la blessure narcissique de l'homme. Déjà, on lui avait dit, avec Copernic, qu'il n'était plus au centre de la Terre. Avec Darwin, on lui a dit qu'il descendait du singe. Et moi, je dis, il n'est plus maître dans sa demeure. Il ne sait même plus, quand il agit, pourquoi il agit, c'est au-dessus de lui. Bon, ça, c'est la révolution. Et ça va être aussi contesté. Comme on ne peut rien contre le mouvement psychanalytique, on tente alors de marquer Freud politiquement. C'est, dit-on, un progressiste, on dirait aujourd'hui un homme de gauche. Il aime l'empereur François-Joseph, qui protège les Juifs. Il a des opinions libérales, il peut être parfois très rigide, très conservateur. Par exemple, Freud n'a aucune sympathie pour les bolcheviks, pour les révolutions. Il voit au fond dans cette espèce d'attitude révolutionnaire l'idée qu'on veut changer le monde d'un coup, imposer à l'homme quelque chose. Il voit dans tout ça des nouvelles religions. Bon. Seulement, le fait qu'il ait fait cette découverte propulse Freud du côté, je ne dirais pas de la pensée de gauche, mais quand même du progressisme. Parce qu'on ne peut pas remettre impunément en cause la religion. Dire que les enfants se masturbent et qu'ils ont une sexualité. Parler des homosexuels en disant que ça n'est pas des tarés, parce que là aussi, tout le débat sur l'homosexualité, Freud va montrer que c'est une perversion, mais que cette perversion, au fond, est une des attitudes normales de la sexualité. Alors qu'à l'époque, par exemple, les homosexuels étaient considérés comme des dégénérés, c'est-à-dire des anormaux, des tarés, des fétichistes, des criminels, des tout ce que vous voulez. Donc on ne peut pas avancer une doctrine aussi révolutionnaire et rester conservateur. Parce que toute sa doctrine est... Vous me parliez tout à l'heure des contradictions qui traversaient la personne de Freud. J'aimerais que vous m'en disiez quelques mots.
Eh bien, c'est ça justement ce que j'appelais un petit peu grossièrement tout à l'heure la génialité de Freud, n'est-ce pas? À mon sens, ça réside justement dans les contradictions de sa personnalité qui étaient vraiment portées aux extrêmes en tout, n'est-ce pas? Et dans la figure que Jones retrace, on ne voit pas assez bien cette sorte de tiraillement entre des pôles opposés, entre des désirs opposés, entre des idées opposées aussi, n'est-ce pas? Il y avait vraiment des zones chez Freud qui auraient pu faire de lui, en d'autres temps, il le savait d'ailleurs, il le disait, un fanatique, n'est-ce pas? Ou un mystique. Mais d'un autre côté, c'était vraiment l'esprit le plus clair, le plus exigeant quant à la clarté, le plus rationaliste au sens le plus total du mot, si vous voulez, qu'on puisse imaginer. En somme, Freud a voulu rester toujours le clinicien empirique qui ne voulait jamais déborder l'expérience, et en même temps, il a émis des hypothèses, n'est-ce pas, extraordinairement audacieuses sur certains points qu'il ne pouvait pas vérifier. Comment croyez-vous maintenant qu'il faille voir Freud, vous qui avez consacré des ouvrages et des articles à l'œuvre de Freud? Eh bien, je vous dirais que pour moi, Freud... L'élément génial, ou en tout cas le grand talent de Freud, c'est que tout de suite, il s'est intéressé non pas à ce qu'il marchait dans l'expérience, mais à ce qui ne marchait pas. Et il a pu constater que les patients ne se laissaient pas facilement hypnotiser et qu'ils opposaient une sorte de résistance à cette influence. Et c'est l'analyse de cette résistance qui l'a progressivement amené à modifier la technique, à penser, par exemple, et à vérifier que l'important, ça n'était pas tellement d'hypnotiser le patient que de l'inviter à se souvenir des circonstances dans lesquelles le symptôme était apparu, à essayer de noter toutes les pensées, toutes les images qui venaient à son esprit lorsqu'il pensait à sa maladie. Et lorsqu'il constatait une résistance à ce travail, que le patient feignait d'oublier, disait « je suis fatigué, je n'y comprends plus rien ». Si, à quoi pensiez-vous à cet instant précis? À traquer, en quelque sorte, le phénomène d'oubli. Et ainsi, à permettre au patient de trouver dans la chaîne des pensées qui allaient se briser de par cette résistance, l'élément qui allait aboutir à la découverte, alors là, de ce que Freud a placé comme l'origine du symptôme névrotique, c'est-à-dire, au départ, un événement, une émotion, un choc. En 1922, Bertha Pappenheim, guérie, plus ou moins, écrira « S'il existe une justice, dans une autre vie, les femmes feront les lois et les hommes enfanteront. » Elle, en tout cas, elle avait fictivement enfanté l'enfant que Breuer lui avait fait en esprit. Freud, ce jour-là, comprend quelque chose de plus. Il avait compris qu'il y avait du génital dans tout cela. Il avait compris que la théorie n'empêche pas d'exister. Ce jour-là, il comprend le transfert et plus encore ce qu'on appelle le contre-transfert. C'est la même chose d'ailleurs. S'il y a lien entre le médecin et la malade, ce lien va dans les deux sens. Le lien de la malade au médecin, c'est le transfert. Le lien du médecin à la malade, c'est le contre-transfert. Tout cela, ça doit se neutraliser petit à petit. Et Martha le lui dit, qui a grand peur qu'il lui arrive la même histoire qu'à la femme de Breuer. C'est pourquoi Freud, tout doucement, qui entre-temps a fait un voyage à Nancy auprès de Bernheim pour perfectionner sa technique de l'hypnose, Freud, tout doucement, met en veilleuse l'hypnose. Il commence à ne plus imposer que les mains, renonçant à la boule de cristal qui fascine et qui provoque l'hypnose. Il s'assied derrière la malade, et puis un beau jour, il n'hypnotise plus du tout, il se contente d'être là et d'écouter. Mais à une condition fondamentale, c'est qu'il n'y ait plus de regard entre eux. En 1902, par contre, il trouve ses premiers disciples. C'est le commencement d'une grande aventure qui, cette fois-ci, se déclenche vraiment. Il n'a cessé de donner des conférences, par-ci, par-là. Le public de ces conférences commence à se rallier à lui. Il y en eut deux d'abord, Max Kahn et Rudolf Reitler, et puis Adler, et puis Steckel. Et puis un beau jour, quelques années plus tard, il fonde la Société psychologique du mercredi. Le groupe grossit dans les années suivantes. Jung, Binswanger, Abraham, Jones. On arrive en 1908.
la société devient la Société psychanalytique de Vienne. Elle fait des banquets de Noël. Freud devient chef de bande, chef de groupe, chef de la psychanalyse en gestation. Il n'est plus tout seul. Il est si peu seul, et il est si conscient de ce que représente une société de psychanalyse, que chaque année, il propose à ses disciples de dissoudre la société qu'il a lui-même fondée. Et il leur envoie cette petite lettre. « Je désire vous faire savoir que je me propose, dès le début de cette année de travail, de dissoudre la petite société qui avait coutume de se réunir chez moi tous les mercredis pour, immédiatement après, la reformer. Un simple mot adressé avant le 1er octobre à notre secrétaire suffira au renouvellement de votre carte de membre. Sans réponse de vous à cette date, nous estimerons que vous ne désirez plus faire partie de notre groupe. Je n'ai pas besoin de vous dire combien je serai... » Sur la couverture, il y a une photo de Freud que, quant à moi, je ne connaissais pas, en tout cas qu'on ne voit pas souvent, et qui déporte un petit peu Freud par rapport à cette photo de vieillard extrêmement sombre quand même, très ascétique, très sévère. Celui-là, je ne dirais pas qu'il est rigolo, mais c'est un jeune Freud. Un Freud presque pimpant, à la limite, avec sa barbe bien on pourrait taillée, croire un dandy, la moustache finement modelée, une chevelure admirablement peignée, avec une raie classique, alcaponienne presque. il est très convenable. Et un regard, alors ce beau regard de Freud, beau regard et en même temps presque séducteur quand même. Ah oui, tout à fait. Très intéressant de la part de C'est très Freud. intéressant. Mais vous savez que Kafka, par exemple, qu'on imagine comme un personnage épouvantablement ténébreux, sombre, il était d'une beauté incroyable d'abord, et que c'était un vrai dandy aussi. Ce type qui vivait dans les affres du château, du procès, toutes sortes de choses, c'était un pas snob, mais dandy. Dandy et en plus, peut-être comme Freud, quelqu'un qui avait sans doute un sens aigu du goût de la vie. Contrairement à ces images trop sombres, trop ténébreuses que l'on se fait de ces personnages. Ce qui nous amène peut-être à considérer qu'il n'est pas vrai que l'on puisse, concernant la position d'un être humain, dire qu'il est du côté du pessimisme, du nihilisme. À partir de 1910, donc tout de suite après le voyage en Amérique, les ruptures commencent à se préciser. Avec Jung, c'est sans doute la plus importante. Parce que Carl Jung, ce psychanalyste suisse, représentait pour lui l'unique espoir de faire échapper la psychanalyse au judaïsme. Tous ses amis psychanalystes étaient juifs. C'était logique, c'était culturel, c'était une formation scientifique qui se définissait contre un certain ordre. Mais Freud savait très bien qu'il ne fallait pas laisser la psychanalyse dans cet état. Et il souhaitait vivement que Jung, qui était chrétien, assume avec lui les responsabilités de cette nouvelle science. Et ça ne marche pas. Ça marche si peu, d'ailleurs, que Jung, plus tard, fera partie du parti nazi. Il ira beaucoup plus loin dans la renonciation aux principes de Freud. En même temps, se précisent des obstacles. Des obstacles qui ne viennent pas de ses disciples, ni de ses amis, mais simplement de la rumeur. En 1910, un certain professeur Weygand s'écrie « Un pareil sujet ne mérite pas d'être discuté dans une assemblée scientifique, c'est à la police qu'il appartient de s'en occuper. On le traite de pornographe, on le boycotte, on s'indigne, on fait des tracts disant qu'il faut poursuivre l'ennemi dans son repère, c'est lui, et on publie même un texte qui s'appelle « Une épidémie psychique chez les médecins ». Bref, c'est vraiment la peste. Mais ça ne le trouble pas. Ça n'est pas ça qui le trouble. Ce qui le trouble le plus, ce sont les ruptures. Jung et Adler font partie de ce qu'on pourrait appeler la première génération freudienne. Wilhelm Reich, lui, appartient à la seconde génération, puisqu'il entre à la Société viennoise de psychanalyse en 1920, alors qu'il n'a que 22 ans. Et d'emblée, il se dit disciple, et même il a ce terme adorateur de Reich, de Freud. Il est considéré comme à l'époque comme la meilleure tête de la psychanalyse, au point que c'est lui qui va diriger les séminaires de technique psychanalytique où on travaille concrètement sur l'inconscient. Mais assez rapidement, semble-t-il, le détachement de Freud commence à s'opérer. En 1927, par exemple, Reich soumet à Freud son manuscrit sur la fonction de l'orgasme. Réaction de Freud, si gros que ça. Qu'est-ce qui est gros, le manuscrit ou l'orgasme? La question se pose. Puisque nous analysons ici l'inconscient,
disons que d'une certaine façon, l'inconscient de Freud s'est exprimé devant ce manuscrit qui n'était pas très gros, qui est un volume qui fait même pas 200 pages. Donc déjà, aux yeux de Freud, Reich représente quelque chose d'un peu gros. D'autant plus gros que les positions politiques de Reich s'affirmant avec le temps, l'hostilité de Freud devient telle que lorsque Reich... Beaucoup d'entre nous ont lu pas mal d'œuvres de Freud dans la Standard Edition, l'édition en anglais réalisée par James Strachey, qui est excellente, mais qui présente un Freud à tendance un peu positiviste, un peu scientiste. Quand vous dites par exemple de quelqu'un oh, son âme n'est pas très bien, ça ne va pas dans son âme, c'est une façon de dire. Si vous dites il me paraît présenter un trouble psychique, c'est exactement la même chose, oui, oui. Mais la deuxième manière est un peu frileuse, un peu presque terrorisante. Et donc, il est bon de retrouver un langage freudien, ce que cherchent les traducteurs en parlant d'un français freudien, qui permette une lecture de Freud à un niveau qui soit aussi proche que possible de notre âme, de notre esprit, de nos préoccupations quotidiennes, un parler populaire, selon le terme utilisé par Freud lui-même. Oui, il n'empêche que dans les traductions, les écueils sont importants parce que le moindre déraillement dans la traduction d'un seul mot, ça fait dérailler tout le système quand même, ça casse le système. C'est la grande difficulté de la lecture de Freud. Du fait même que c'est un langage populaire, un langage presque banal, quand il dit le ça, quand il parle de sexualité, même quand il prend le mot latin libido, qui reste banal, quand il parle des pulsions, des instincts, ces mots banals que l'on trouve dans le langage courant, il les situe à l'intérieur d'une élaboration intellectuelle. Lorsque Freud parle du refoulement originaire, il dit bien qu'il s'agit de la mère, il dit bien qu'il s'agit des signifiants ou des emblèmes ou des images maternelles qui sont refoulées. Il ne dit pas comment, non ? Et il n'analyse le refoulement que par ses effets. Il dit « Oh, le refoulement, ça reste quelque chose d'extrêmement mystérieux, le refoulement originaire. Je l'aborde par ses effets qui sont à la fois d'attraction et de répulsion. » Dans l'analyse. Bon. Et puis, il ne dit, à ma connaissance, mais vous allez peut-être m'en apprendre sur Freud, pas tellement plus. Et il le dit d'ailleurs, parce qu'un des mérites de Freud est toujours de dire ce qu'il sait. René Major. Alors effectivement, je suis parti de cette analyse de Freud concernant Moïse et de l'importance qu'il a accordée au nom de Moïse et à l'étrangeté au sens d'extranéité de Moïse par rapport au peuple juif. Alors, écoutez, là, il faudrait y aller avec beaucoup de précaution parce que c'est une question très complexe. Est-ce que Moïse était égyptien, a été réellement égyptien? C'est une question qui pourrait être débattue. Il n'est pas certain que la façon dont Freud se fonde sur certains documents, certaines études historiques ne soit pas contestable. Mais d'une certaine façon, cela est secondaire par rapport aux propos que nous envisageons, parce que je pense, et une certaine lecture de ce livre est intéressante de ce point de vue-là, c'est-à-dire, je pense que Freud essaie de comprendre à travers l'histoire du peuple juif ce qui est en train de se passer. Alors, ce qui va se passer à partir de 1933... Elisabeth Roudinesco. C'est qu'il y a, à ce moment-là, les nazis veulent évidemment détruire la psychanalyse. On commence à brûler les livres de Freud, mais ils ont besoin de psychothérapie. C'est-à-dire, on ne peut pas détruire comme ça la psychanalyse. Il va donc y avoir une tentative de la sauvegarder. Et cette tentative va être chapeautée par le cousin du maréchal Göring, qui s'appelle donc Matthias Heinrich Göring, qui était un psychothérapeute adlérien au départ, qui avait eu une formation adlérienne, qui pratiquait donc la psychanalyse, qui était piétiste, nazi mais pas SS. Et avec l'appui donc de son cousin, il va proposer de déjudaïser, de nazifier, d'arianiser, c'était les mots qui étaient employés, la psychanalyse, c'est-à-dire de la débarrasser de son vocabulaire trop freudien, de la débarrasser bien entendu physiquement de ses juifs, ce qui est évidemment l'élément le plus important. Il va proposer cette opération
aux psychanalystes de toute tendance et aux psychothérapeutes de toute tendance. Les freudiens, les adlériens, les jungiens et les psychothérapeutes de toute obédience, pour les regrouper dans un mouvement, une société de psychothérapie. Alors, toutes ces tractations commencent à partir de 1933. Pour en aboutir, en 1935, les tractations se font avec Anna Freud et Jones. Il n'est pas sûr, Freud est au courant, mais il est éloigné des affaires. Hein, l'entrevue avec Böhm va avoir lieu qu'en 1938, après que tout ait été fait. Or, en réalité, ce qui se passe, c'est que Jones, lui, va accepter la thèse du sauvetage. Alors, pourquoi Jones va l'accepter? C'est-à-dire, il va accepter les thèses de Böhm, Müller-Brunswick et Harald Schoensenker. Ça ne va pas empêcher Jones de faciliter l'émigration des Juifs. Il va aider à l'émigration et il ne va pas approuver complètement les collabos. Mais Jones est pris dans deux choses. D'une part, c'est un conservateur, étriqué. Et il n'y a pas de doute que la peur de l'esprit socialisant qui régnait en Allemagne joue un rôle dans cette acceptation. C'est un conservateur, c'est un réactionnaire, c'est donc quelqu'un, ça évidemment j'interprète, il n'y a pas de trace de ça, mais c'est probablement quelqu'un qui avait beaucoup plus peur de la gauche que de la droite. Donc il a sous-estimé naturellement le danger nazi à partir de 1933. Et d'autre part, il est pris dans un aveuglement spécifique qui va régner dans le mouvement analytique et qui règne encore, qui est l'aveuglement spécifique du mouvement analytique. Il est beaucoup plus préoccupé de savoir si on mène bien des cures freudiennes et non pas adlériennes ou jungiennes, c'est-à-dire de la sauvegarde de l'orthodoxie, que de la collaboration. C'est-à-dire à partir du moment où ils vont s'engager... Nous avons quitté Vienne par le train de nuit et avons passé une journée de repos à Paris à nous prélasser sur la terrasse de la maison de la princesse Bonaparte. Voilà son mari, le prince Georges. Mon frère Ernst qui est venu pour nous accueillir, et le docteur de mon père, parce que son cœur n'était pas très certain et il avait besoin d'assistance médicale. Il espérait revoir Paris à nouveau, mais il était trop fatigué. Et ce chien-là, c'est Tatoon. À l'âge de 82 ans, j'ai quitté, à la suite de l'invasion allemande, ma maison à Vienne et suis arrivé en Angleterre où je compte terminer ma vie en pleine liberté. Voilà, c'est l'enregistrement du début d'une déclaration faite par Freud à un journaliste venu l'interviewer lors de son arrivée en Angleterre en 1938. Freud va mourir dans un an. Et alors, à ce moment-là, lorsque Freud se retrouve à Londres, ayant été quasiment chassé de Vienne, arraché aux nazis à Vienne, notamment par la princesse Bonaparte, il demande à son médecin, Max Schur, qui a raconté la chose d'une manière très bouleversante dans La mort dans la vie de Freud, il lui demande, rappelez-vous, je vous ai dit, il ne serait absolument plus possible pour moi de tenir, alors il vaut mieux que je passe de l'autre côté, ce que Schur effectue avec l'assentiment de Anna Freud. Mais il a fallu attendre l'extrême limite des forces, l'extrême limite des étincelles de vie chez Freud, ce qui montre à quel point il y a chez lui une sorte de vitalité extraordinaire, ce qui m'a amené d'ailleurs à faire une petite ouverture pour la deuxième édition, où je pose un petit peu Freud en phénix. Oui, c'est ça, il est indestructible, mais c'est au-delà de Freud, c'est ce qu'a créé Freud aussi, parce qui est un phénix. Parce que le phénix, c'est d'abord un oiseau fabuleux. Oui, distingué, donc, très bien. Souvent, quand on évoque la psychanalyse, on aime bien faire un petit parallèle mythologique. Quelquefois, on exagère. Sur le vautour, non ?
Oui, on va retomber sur le vautour. Il y a pas mal de personnages d'oiseaux chez Freud. Notamment, il y a un très beau rêve, le rêve avec des personnages à bec d'oiseau, emprunté sans doute à la mythologie égyptienne, et qui porte la mère morte, sa mère morte. Mais il était aussi phénix, peut-être parce que il y avait chez lui à la fois cette vitalité extraordinaire et ces chutes.